Bonjour, une vidéo pédagogique sur la coronarographie et l'angioplastie coronarienne, l'essentiel à savoir pour l'IECN. La coronarographie est un examen invasif qui consiste à opacifier de manière directe les artères coronaires par cathétérisme rétrograde à partir d'une artère périphérique, une ponction fémorale ou radiale. La voie radiale est la plus souvent utilisée car elle diminue le nombre de complications, notamment d'hématomes au niveau du point de ponction. La coronarographie permet de décrire le lit coronaire en recherchant des sténoses. On rappelle qu'on parle d'une sténose coronarienne significative si elle est supérieure à 70% au niveau des troncs épicardiques sur l'IVA, la diagonale, la circonflexe, la marginale et la coronaire droite, ou si elle est supérieure à 50% pour le tronc commun de la coronaire gauche. La coronarographie dépiste certes les sténoses, mais apprécie également la qualité du lit d'aval, l'importance de la circulation collatérale, et on peut réaliser dans le même temps une injection dans le ventricule, ce qui donne une ventriculographie, ou dans l'aorte, ce qui donne une aortographie, pour pouvoir analyser ces parties anatomiques si besoin. Les indications de la coronarographie sont multiples et ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo est de vraiment vous montrer comment se passe une coronarographie et ce qu'on y voit. Les indications de la coronarographie sont donc le SCA avec sus-décalage persistant du ST, soit en angioplastie primaire ou après échec de la thrombolyse. Je vous rappelle que pour revasculariser un patient en urgence, il faut deux choses. Une douleur thoracique qui est permanente et qui évolue depuis moins de 12 heures et un sus-décalage du ST. Et qu'on privilégiera l'angioplastie primaire si le délai entre le premier contact médical et la désobstruction de l'artère coronaire est estimé à moins de 120 minutes. Dans le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du ST, la coronarographie est bien entendu aussi indiquée, mais sans urgence comme de l'ESA ST+, elle est réalisée en général dans les 24 ou 48 heures après l'admission. C'est un examen systématique dans le cadre du bilan préopératoire des valvulopathies. Elle est réalisée systématiquement après un arrêt cardiaque ressuscité, lié à une FV ou une TV. Pourquoi? Car on recherche une cause coronarienne à cette FV ou une TV, notamment un SCA, ST- ou ST+, qui aurait pu programmer cette trouble du rythme ventriculaire. Elle est également indiquée en cas de découverte de troubles du rythme ventriculaire important, en cas de dysfonction ventriculaire gauche systolique dans le cadre du bilan étiologique d'une insuffisance cardiaque, et en cas de suspicion d'angor de Prince-Metal pour réaliser un test au métergin. On rappelle que le test au métergin ne se réalise qu'en salle de cathétérisme pour pouvoir lever le spasme par une injection intracoronaire de nitré si le spasme survient. Dans l'angor chronique stable, la coronarographie est réalisée soit d'emblée si l'angor est sévère et résistant au traitement, si le test d'effort retrouve des signes de gravité, si le test d'ischémie retrouve une ischémie étendue à plus de 10% du myocarde, si il s'agit d'un patient coronarien connu, déjà traité soit par pontage, soit par dilatation qui représente des symptômes, s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection à moins de 40%, s'il y a des troubles du rythme ventriculaire, s'il y a un doute diagnostique ou s'il y a une suspicion d'angor de Prince-Metal. Voici deux films pour vous montrer la coronaire gauche. La coronaire gauche est donc composée d'un tronc commun qui naît de l'aorte et qui bifurque assez rapidement en deux artères. L'artère IVA, donc sur la vidéo de gauche, vous voyez qu'elle est en haut et qu'elle va ensuite contourner la pointe. Il faut imaginer qu'on voit le cœur par en dessous, en bas et à droite. Et donc l'IVA va contourner le cœur et de l'IVA naissent des diagonales et des artères septales. Le tronc commun donne une seconde artère qui s'appelle l'artère circonflexe qui va vasculariser la paroi inférolatérale du cœur grâce à des marginales. On voit qu'il y a une belle marginale qui est de la circonflexe sur la vidéo de gauche. Sur la vidéo de droite, on est en vue ce qu'on appelle spider, complètement en dessous du cœur. Et il y a l'IVA à gauche qui contourne le cœur. On voit bien les artères septales qui naissent à la perpendiculaire de l'IVA. À droite, on voit la circonflexe, d'où naît la marginale qui vascularise la paroi latérale du cœur. Comme vous le voyez sur cette diapositive, avec la vidéo à gauche, l'image fixe en haut à droite et le schéma en bas à droite, l'IVA se divise en trois portions, l'IVA proximale, l'IVA moyenne et l'IVA distale, qui sont déterminées par le départ des deux diagonales. L'IVA donne donc des diagonales qui vascularisent le territoire latéral du cœur et des artères septales qui vascularisent le septum.
La circonflexe se divise en une circonflexe proximale, moyenne et distale en fonction du départ des artères marginales, qui sont donc des collatérales de l'artère circonflexe, et qui vascularisent, elles, la paroi latérale et inférolatérale du cœur. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, et bien qu'il y ait parfois des différences d'un patient à un autre, il y a certaines constantes. L'IVA en bleu vascularise la paroi antéroseptale et antérieure. L'artère circonflexe vascularise la paroi latérale et inférolatérale. La coronaire droite, que vous voyez ici injectée sur la vidéo à gauche, est composée de 3 parties. La coronaire droite a une forme en C. La première partie est la forme la plus horizontale, avant ce que l'on appelle le genou de la coronaire droite, c'est la coronaire droite proximale. La partie verticale de la coronaire droite moyenne. Et ensuite, il y a un coude qui sépare la coronaire droite moyenne de la coronaire droite distale. Sur cette diapositive, vous voyez que la coronaire droite donne plusieurs collatérales. La première collatérale naît de la coronaire droite proximale et vascularise le nœud sinusal, ce qui explique qu'en cas d'occlusion de SCA ST+ inférieur, il puisse y avoir des blocs sino-auriculaires. Au niveau de la coronaire droite moyenne naît l'artère marginale du bord droit qui vascularise le VD, et ce qui explique que l'infarctus inférieur est peut-être associé à l'infarctus du VD, ce qui explique surtout que l'infarctus du VD est quasiment toujours associé à l'infarctus inférieur par une occlusion de la coronaire droite. Enfin, vous voyez qu'au niveau de la coronaire droite distale, il y a une bifurcation avec d'une part une branche qui va vers la pointe qui s'appelle l'interventriculaire postérieur, l'IVP, et une branche qui va vers le nœud auriculoventriculaire qu'on appelle la RVG, et ce qui explique qu'en cas d'infarctus inférieur, il y a un risque de BAV nodal par occlusion de cette RVG qui vascularise le nœud, qui devient donc ischémique et qui dysfonctionne. Au niveau de la segmentation myocardique, vous voyez qu'en rouge sur le dessin, la coronaire droite vascularise la partie inférieure du cœur, donc la paroi inférieure, le ventricule droit, et également le segment basal de la paroi inféroseptale. Quelles précautions faut-il prendre avant de réaliser une coronarographie? Tout d'abord, rechercher une allergie à l'iode et donner un protocole anti-allergique si besoin, vérifier l'hémostase, la fonction rénale. Si le patient est sous AVK, on tolère des coronarographies si l'INR est autour de 2 ou inférieur à 2. Il faut également hydrater le patient par sérum physiologique si le patient est diabétique ou présente une insuffisance rénale, de manière à éviter une nécrose tubulo-interstitielle aiguë post-injection de produits de contraste. Lorsqu'une angioplastie est envisagée, on donne la veille de la coronarographie une dose de charge de clopidogrel chez les patients qui sont naïfs de traitement par inhibiteur du P2Y12. Enfin, chez les patients diabétiques sous biganide, on arrête le biganide 48 heures avant et on le reprend 48 heures après l'examen. Pour information, si le traitement par biganide n'a pas été arrêté avant l'hospitalisation, ce n'est pas grave, il faudra juste penser à ne pas le reprendre le lendemain de l'injection de la coronarographie. Les complications de bon sens locales, hématome, pseudoanévrisme, fistule, thrombose artérielle, générale avec un syndrome des emboles de cholestérol. Comme on met un guide dans l'aorte, on peut imaginer qu'on décroche parfois des petites plaques, même si c'est rarissime, avec un risque d'AVC, d'ischémie périphérique, un risque d'œdème de Quinn si on est allergique à l'iode, et un risque bien entendu d'insuffisance rénale aiguë organique, par nécrose tubulo-interstitielle liée à l'injection de produits de contraste, qui est assez rare et qui se prévient normalement par une hydratation abondante et par une injection de faible dose de contraste chez les patients les plus à risque, notamment les diabétiques insuffisants rénaux. Une fois que la coronarographie est réalisée, lorsque l'on trouve une sténose, si celle-ci est responsable d'ischémie, soit clinique, soit prouvée par un test d'ischémie avec imagerie fonctionnelle réalisée au préalable, on peut proposer la mise en place d'un stent. La mise en place d'un stent est assez simple. On passe d'abord un guide dans la sténose. Sur ce guide, il y a un ballon et sur le ballon, il y a un stent qui n'est pas déployé. Le coronarographiste va inflater et va expandre le ballon pour éclater la plaque d'athérome et restaurer un diamètre et une lumière artérielle suffisante au niveau de l'artère coronaire.
Sur ces deux vidéos, vous avez ici à gauche une sténose serrée de l'IVA moyenne qui est entourée avec un rond. Vous voyez sur la vidéo de droite que l'on passe le guide avec un stent qui est mis sur le guide. Le ballon va être ensuite gonflé, le stent largué, et vous voyez la différence entre le début de la procédure et la fin de la procédure. À gauche, il y a toujours la sténose qui est serrée. À droite, l'artère a retrouvé son calibre, un calibre identique au diamètre avant la sténose et après la sténose, avec un excellent résultat de la procédure. Deux petits mots sur de nouvelles techniques en coronarographie dont vous allez peut-être entendre parler en stage et qui prennent une place de plus en plus importante dans la prise en charge des patients coronariens. Une des nouvelles techniques est l'étude de la FFR, ou Fractional Flow Reserve, qui étudie la capacité de dilatation des artères coronaires, ce qu'on appelle la réserve coronaire. Lorsqu'une artère est athéromateuse, un des principaux mécanismes de l'angor d'effort est la perte de la vasodilatation à l'effort de cette artère. Et donc la FFR va mesurer le débit avant et après injection d'un vasodilatateur artériolaire pendant la coronarographie et va nous donner un chiffre. Lorsque la FFR est inférieure à 0,8, la lésion est hémodynamiquement significative et doit être traitée par angioplastie plus stent. Lorsqu'elle est supérieure à 0,8, elle nécessite juste un traitement médical et une surveillance. Alors, quand est-ce qu'on peut proposer une FFR? La FFR est extrêmement intéressante lorsque le patient vient pour une coronarographie qui est réalisée sans test d'ischémie préalable, soit parce que le patient ne pouvait pas marcher, soit parce que le patient avait des douleurs qui semblaient typiques et qu'on tombe finalement sur une sténose qui est intermédiaire, entre 50 et 70%. Pour avoir la certitude que la lésion est hémodynamiquement significative, on va faire la FFR au niveau de cette lésion. Si la FFR est inférieure à 0,8, elle est hémodynamiquement significative et alors il faudra proposer une angioplastie avec mise en place d'un stent. Si en revanche elle est supérieure ou égale à 0,8, il faudra opter pour un traitement médical et une surveillance. Et dans les littératures, la FFR fait quasiment aussi bien, voire mieux, que les tests d'ischémie myocardique classiques avec imagerie fonctionnelle dans la prise en charge des patients coronariens avec une maladie stable. Cette mesure de la FFR peut être également intéressante chez un autre type de patient, par exemple un patient qui rentre pour un SCA ST-, qui est dilaté sur l'IVA dans le territoire antérieur, et le patient est également bi- ou tritronculaire avec des lésions intermédiaires sur la coronaire droite ou la circonflexe. Juste après la dilatation sur l'IVA, on peut réaliser une FFR sur la coronaire droite et sur la circonflexe pour évaluer les sténoses, car vous savez qu'en cardiologie et dans la prise en charge de l'angor et de la cardiopathie ischémique, il y a un dogme, c'est qu'on ne dilate pas des images, mais qu'il faut dilater des sténoses qui sont soit responsables d'ischémie clinique ou prouvées par un test d'imagerie fonctionnelle comme la scintigraphie, l'échographie, ou prouvées par FFR avec une FFR qui reviendra positive avec des lésions hémodynamiquement significatives. Dans le cas que vous avez ici, vous voyez que la FFR est à 0,74 avant dilatation. Et sur la slide suivante, après dilatation, elle passe à 0,87, preuve que la dilatation et la mise en place du stent ont permis une amélioration du flux coronarien. Une autre technique un peu plus confidentielle mais qui tend à se développer est l'échographie endocoronaire, où pendant la coronarographie, on va mettre une sonde d'échographie dans les artères coronaires pour visualiser la lumière, notamment pour étudier les stents, voir s'il y a eu des fractures de stents, des thromboses de stents, et étudier les types de plaques, notamment le type de calcification des plaques d'athérome. C'est encore assez peu répandu et l'utilisation n'est pas systématique. Ici, vous pouvez voir sur l'imagerie une échographie endocoronaire normale à gauche et à droite une rupture de plaque avec du flux rouge dans la rupture de plaque. Merci.